Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder de partout ailleurs et bienvenue dans ce magazine Savoir Plus sur votre télévision. Vous le savez, c'est un rendez-vous qui vous permet d'être bien sûr au parfum des actualités, surtout sur le plan économique, mines, en tout cas ressources naturelles. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de la révision du Code des hydrocarbures de 2015 que pense l'AIPC RDC, entendez par là l'Association des ingénieurs pétroliers de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau Jean Ondocha Nkoyi. Il est bien sûr un doctorant de l'Université de Kinshasa, spécialiste en génie pétrolier, enseignant-chercheur à la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable, expert en contenu local dans les secteurs pétroliers, mais aussi président national de l'Association des ingénieurs pétroliers du Congo, AIPC, comme nous vous l'avons dit. Monsieur Jean Ondocha, bienvenue. Merci, cher Ben, merci. Comment se porte d'abord votre association? Non, l'association se porte très bien. D'ailleurs, je profite pour vous inviter parce que nous avons une grande conférence la semaine prochaine sur l'autopsie de la révision de la loi. Ah, l'autopsie de la révision de la loi en question. Exactement. Dont on va évoquer tout à l'heure. Exactement. Alors, déjà, vous avez suivi comme tout le monde, la nouvelle équipe gouvernementale est sortie, soumise à deux. Quelles sont vos attentes, surtout dans les secteurs qui vous concernent? Vraiment, d'abord, nous tenons vraiment à féliciter Madame la ministre d'État, Madame Akacia Bandouboula. Nous lui disons qu'elle soit la bienvenue chez nos hydrocarbures, mais il faut qu'elle sache qu'elle est dans un secteur très technique, un secteur très stratégique. Et qu'elle doit être beaucoup plus stratège que d'être trop théorique comme tous ses prédécesseurs. Et donc, c'est un secteur ou ministère technique et qui demande à ce que l'on puisse y mettre ou y placer des hommes qui ont, ou des techniciens. Exactement. Et vous, comment vous avez analysé sa nomination? Bon, sa nomination, et nous l'avons bien accueilli, mais ce n'était pas le souhait de l'association parce que nous avions demandé au président de la République. Par écrit ou bien par voie... Non, c'est par la voie des réseaux sociaux et nous avons vraiment fait beaucoup de vidéos pour lui dire que le ministère des hydrocarbures n'a plus besoin des gens qui viennent tâtonner. Parce que à l'heure actuelle, les hydrocarbures sont en train de partir. Nous allons tendre vers les nouvelles énergies, ou soit les énergies renouvelables. C'est qu'il faut y placer des techniciens, des gens qui ont la compétence et qui ont l'expertise dans ces domaines pour pouvoir valoriser les hydrocarbures. Sans quoi, nous allons laisser nos hydrocarbures sans pouvoir autant les exploiter. Ce qui constituera vraiment un manque à gagner pour la République. Et donc pour vous, son arrivée qui ne tient pas, en tout cas, donc qui ne présage pas un bel avenir à la tête de ces ministères, vous vouliez que le président arrive bien sûr à nommer un technocrate. Exactement, c'est ce que nous souhaitons. Et moi, je vous dis, cher Ben, c'est que Madame la ministre d'État ne fera absolument rien. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Ce n'est pas une prophétie parce que déjà, ce que son prédécesseur a déjà entamé, déjà, ça nous envoie déjà vers le chaos. Vous savez que le prédécesseur, l'excellence Molendo, qui est d'abord venu, il a commencé par l'annulation des appels d'offres, qui devrait quand même déjà donner un peu de l'argent à l'État congolais. Et puis, il annule ça. Et en annulant, au lieu de travailler sur la valorisation des bassins, au lieu de chercher à donner à la société nationale les moyens nécessaires pour valoriser les bassins, afin de préparer les appels d'offres en 2026, il ne le fait pas. Le ministre va directement passer vers la révision de la loi. Alors, quand il révise la loi, il oublie que cette révision peut aboutir, tout comme non. Et la loi qu'il présage est vraiment révisée. Quel est l'inconvénient? Quels sont les défauts que constitue cette loi? La loi constitue les défauts en quoi? Vous comprenez un peu? Donc, nous pensons que déjà, la procédure déjà
qui a déjà été mise en place par le ministre Molendo ne pourra pas permettre à Madame la Mineta de pouvoir vraiment bien enclencher les activités aux hydrocarbures. Parce qu'elle est censée poursuivre les réformes de la loi. Or, les réformes de la loi, on ne sait pas ce que ça va aboutir. On ne sait pas, c'est hypothétique. Regardez l'erreur que le ministre Molendo a fait. Le ministre Molendo, au lieu de commencer d'abord par la révision de la loi, le ministre commence par la révision du décret. Mais maintenant, il révise le décret. Aujourd'hui, il revient maintenant dans la loi. La loi sera révisée. Et quand la loi sera révisée, il faudrait encore rentrer vers l'ajustement encore du décret. Vous voyez, tous ces temps-là, ça va déjà nous prendre. Mais maintenant, les travaux sur terrain, qu'est-ce qu'on pourra espérer? Rien du tout. C'est ainsi que nous disons, Madame la Mineta doit faire trop attention. Soit elle va opter la poursuite des réformes, soit elle va carrément annuler, comme le ministre Molendo avait aussi annulé la procédure des appels d'offres laissée par l'excellence Didier Boudimbo. Vous comprenez? Nous, la génération dans le secteur pétrolier, nous voulons que le secteur pétrolier puisse aller de l'avant. Parce que la loi a été mise en place pour la valorisation de nos bassins. La loi a été mise en place, c'était pour répondre aux besoins imminents de l'énergie dans notre pays. Vous comprenez? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous avons le projet des 145 territoires et que la République démocratique du Congo, c'est un pays continent qui a besoin suffisamment d'être ressourcé par les produits pétroliers pour pouvoir vraiment enclencher les activités économiques. Mais au lieu que les gens s'attellent sur des projets phares, les projets de connectivité des provinces par les projets de pipeline, les projets de valorisation des bassins, les projets de mise en application des projets des appels d'offres, non, et ils sont maintenant en train de bloquer le secteur par la révision de la loi qui des fois peut nous prendre beaucoup de temps sans pour autant que les gens bénéficient. Mais dites-moi un peu, cher Ben, derrière moi j'ai toute une masse de gens, toute une masse de la jeunesse qui souffre de chômage. Dites-moi, quand on a annulé les appels d'offres, et donc on a tenu ces jeunes en esclavagisme, on les a tenus en chômage par la force, vous comprenez. Or, les sociétés qui avaient déjà soumissionné par le projet d'appel d'offres précédent, ces sociétés-là pouvaient déjà résoudre tant soit peu un peu de la problématique des chômages dans le secteur des hydrocarbures. Mais et quand le ministre Molendo vient, il nous a envoyé où? Il nous a envoyé où? Donc il a accepté à ce que toute cette jeunesse soit clouée à la maison, qu'il n'y ait pas l'avènement des sociétés. Et quand il veut réviser la loi, je vais vous dire, cher Ben, laissez-moi, il y a beaucoup de choses qu'il faut parler là-dessus. Allez-y. Regardez, je vais vous dire un fait. Oui. La loi reconnaît que dans le secteur des hydrocarbures, le marché pétrolier doit se faire par les appels d'offres. Oui. Dites-moi un peu, on a fait les appels d'offres. Les sociétés soumissionnaires sont arrivées. Les sociétés ont déposé leur dossier de candidature. Que les dossiers soient mauvais ou bons, le ministre a annulé les appels d'offres. Mais on va voir, parmi les sociétés qui avaient soumissionné, le ministre va donner à une société des blocs. En guise de quelle loi? En guise de quel principe? En guise de quel principe? Parce que même les sociétés étrangères qui observent ça, est-ce que ces sociétés vraiment nous prennent au sérieux? Je ne crois pas que les sociétés nous prennent au sérieux. Parce que vous avez annulé la procédure. C'est-à-dire que tout le monde devient au même pied d'égalité. Mais on vous voit encore vous-même là revenir encore pour octroyer des blocs à X société ou Y société. Ça veut dire quoi? Vous savez, cher Ben, le secteur des hydrocarbures, nous ne cesserons jamais de le dire. Il souffre de l'expertise technique. Je l'ai dit. Ah bon? Il souffre de l'expertise technique. Parce que nous avons 3 bassins sédimentaires. Ces 3 bassins, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, en dehors du bassin côtier qui est suffisamment exploré, le bassin de la Cuvette centrale qui a une superficie d'environ 1 400 000 km², dont 800 000 km² sont en RDC. Ces bassins, quand est-ce qu'il sera exploré? Donc pour vous ici, Ondocha, de Boudimbo à Acacia, il n'y a rien de concret. Non, je peux d'ailleurs, ne dites pas ça. Boudimbo a mieux fait que les autres. Si je peux comparer Boudimbo et Molendo, oui, Boudimbo a mieux fait que les autres. Non, pourquoi? Parce que non, je ne suis pas partisan de Boudimbo, s'il vous plaît. Je suis scientifique. Ici, j'engage vraiment l'association et j'engage ma personnalité. Nous avons reçu beaucoup de rapports provenant, bien sûr, des organisations membres de la société civile qui critiquaient la démarche qu'avait amorcée Boudimbo. Je vous explique. Pendant que le monde cherche à immigrer des énergies fossiles aux énergies vertes, mais vous vous battez pour ces énergies qui polluent la nature.
Non, écoutez, la pollution existe. Même ma voix ici, si elle est à une certaine teneur, elle va constituer une pollution. Je me fais comprendre. De ces ressources. Oui, la pollution existe dans tous les secteurs d'activité humaine. La pollution existe. Et donc, ce ne sont pas seulement les hydrocarbures qui polluent l'environnement. Mais laissez-moi vous dire que le ministre Boudimbo était bel et bien dans l'esprit de la loi. Ah bon? Oui, et parce lui que la loi voudrait assez que l'on puisse lancer les appels d'offres. Bien avant que l'excellence Boudimbo soit là, il y avait d'abord l'excellence Mikindo, que je respecte beaucoup. C'était lui qui avait d'abord préparé les dossiers des appels d'offres. Qui a posé les jalons. Qui a posé les jalons. Et quand Boudimbo est arrivé, Boudimbo a enclenché la procédure. Vous comprenez? Et ça, c'était ça ce qu'il voudrait, c'était ça, c'est ce que la loi voudrait. C'est que la loi veut à ce que nous puissions aller vers les appels d'offres pour que les sociétés viennent investir afin que l'État tire bénéfice de ces investissements. Mais quand on vient en annule, dites-moi, est-ce celui qui a fait quelque chose pour que les sociétés viennent? Est-ce celui qui a annulé parce qu'il y a eu des irrégularités? Mais je vous dis, s'il vous plaît, cher Ben, pensez-vous que toute œuvre humaine sera parfaite? Non. Même ce que l'excellence Molendo a posé, il y a toujours moyen aussi de critiquer. Il a fait la subdivision des 52 blocs sur base de quel principe légal? Parce que la loi dit ceci. Avant de subdiviser les blocs, il faut envoyer les experts sur terrain. Il faut que les experts aillent faire un travail de terrain de bornage qui récolte les données. Quand est-ce que les experts sont allés sur terrain? Les 52 blocs qui ont été subdivisés. Donc, ces 52 blocs proviennent sous base de quels documents, soit sur base de quelles données de terrain. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas seulement critiquer l'excellence Boudimbo, mais aussi il faut reconnaître que l'excellence Boudimbo, malgré ses faiblesses, c'est un monsieur qui est venu redynamiser le secteur. Parce que moi qui vous parle, cher Ben, j'ai travaillé dans la promotion de ces appels d'offres en Angola et puis au Congo-Brazzaville. Vous avez été sous-traité. Non, je n'étais pas sous-traité. J'étais expert à l'Organisation des producteurs de pétrole africains. J'étais en contact avec les sociétés pétrolières. Je vous dis, c'est moi qui recevais les sociétés pétrolières sur les stands. Les sociétés pétrolières n'avaient jamais posé une question sur la loi. Là, je vous l'ai dit. Les sociétés pétrolières n'avaient jamais posé un problème sur la loi. Les sociétés pétrolières voulaient savoir le niveau d'avancement de l'exploration dans nos 3 bassins. Les sociétés pétrolières, leur préoccupation était la disponibilité des données. Les sociétés pétrolières, leur problème était de savoir quel est le taux de production de Périncorep. Parce que pour qu'une société quitte d'un pays et vienne aussi investir dans votre pays, elle a besoin de se référer des sociétés locales de ces pays-là sur leur taux de production. Vous comprenez? C'était ça les préoccupations des sociétés. Les sociétés n'avaient jamais soulevé les problèmes de la loi. Mais je suis très étonné. Je suis très étonné de constater que, à l'arrivée de l'excellence Molendo, il dit non, non. La loi a démontré ses limites. Quelle loi qui a démontré ses limites? La loi prévoit ce qu'on crée la société nationale. On n'a jamais créé la société nationale. La loi prévoit ce que... Mais c'est aberrant ça. Non, permettez. La loi prévoit ce qu'on puisse vraiment... que l'État fasse l'exploration. L'État n'a jamais financé l'argent pour faire l'exploration. La loi prévoit ce que la société nationale, qui est la Sonahydraulique, fasse l'exploration. Le fonds de l'effort à l'exploration, qui en bouffe? Est-ce que c'est la société nationale qui bénéficie? Et vous voulez que la société nationale vous fasse l'exploration, soit fasse la valorisation des bassins, avec quels moyens? Vous comprenez? La loi prévoit ce qu'on puisse renforcer les activités de contenu local. Et le contenu local est abandonné comme ça. Moi qui suis le président de contenu local aujourd'hui, la jeunesse est là en chômage. Ils ne bénéficient même pas des formations. Or, dans tous les pays du monde, il a été défini à ce que les États et les sociétés puissent soutenir la formation dans le secteur des hydrocarbures. Dites-moi sur l'ensemble du territoire national, quelles sont les institutions qui forment dans le secteur du pétrole qui ont déjà bénéficié, ne fût-ce qu'une quantité de fonds venant du ministère des hydrocarbures? Moi-même, je suis doctorant. Je suis en train de faire la thèse dans le secteur du pétrole. Qu'est-ce qu'on m'a donné comme effort? Alors que je constitue donc la main-d'œuvre locale qui soutient l'industrie pétrolière. Vous comprenez? Donc, la loi a défini beaucoup de choses qui n'ont jamais été appliquées. Donc, le problème, c'est au niveau de l'application de la loi. C'est ainsi que pour nous, l'association, nous disons quoi? Nous disons que la loi n'est pas en soi problème. Les problèmes sont au niveau des acteurs. Ce sont les acteurs qui ne veulent pas faire appliquer la loi. Dites-moi, il y a des sociétés qui ont des anciens contrats du régime concessionnaire qui ne veulent pas migrer vers la nouvelle. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez condamner la loi en quoi? Je vous donne un exemple, cher Ben. Je vous donne un exemple. C'est quoi la loi? La loi, c'est comme une Bible.
Vous comprenez? C'est comme un pasteur qui vient là, qui se tient devant. Mais la Bible, on ne peut pas la modifier. Hein? Non, la Bible, on ne peut pas la modifier, je sais très bien. La Bible, on ne peut pas la modifier. Mais la loi, elle est modifiable. Oui, elle est modifiable parce que c'est une œuvre humaine, elle ne peut pas être parfaite. Ouais. Oui, et donc une œuvre humaine ne peut pas être parfaite, elle est modifiable. Mais j'essaie quand même au moins de vous faire comprendre ceci. Regardez, lorsque un pasteur vient chaque jour à l'église, il n'a pas la volonté d'apprendre la Bible. Il n'a pas la volonté de faire apprendre la Bible aux chrétiens. Est-ce que les chrétiens auront-ils vraiment la connaissance de la Bible? Je pense que non. Vous comprenez? Donc, c'est le travail du pasteur d'apprendre la Bible à ses enfants afin que ses enfants vivent grâce à cette Bible. Il en est aussi de même. Le ministre des hydrocarbures doit faire de son mieux pour que la loi soit appliquée. Un ministre qui vient, qui ne fait pas appliquer la loi, celui-là ne fait pas vraiment sa mission comme il se doit. Alors, quand vous évoquez toutes ces raisons, c'est pour autant dire que l'on place des gens qui n'ont pas la maîtrise de la matière. C'est ça? Très cher Ben, laissez-moi vous donner un exemple. Moi, technicien de formation, comme un homme aujourd'hui ministre de la Justice, qu'est-ce que je peux produire comme résultat? Rien. C'est pour autant dire que tous ces gens qu'on nomme qui ne sont pas techniques, surtout à des ministères clés, c'est justement pour satisfaire les besoins politiques. Ah oui, mais exactement. C'est pour satisfaire aux besoins politiques, mais la rationalité n'y est pas. Vous savez, laissez-moi vous dire, même si vous serez entouré par les conseillers, vous savez pourquoi le ministère des hydrocarbures, oui. Vous savez pourquoi le ministère n'avance pas? C'est parce que la majorité des ministres qui arrivent n'ont pas d'expertise dans les domaines du pétrole. Voilà. Ils sont pris en otage par les conseillers. Vous comprenez? Ce qui fait qu'ils acceptent tout ce que voient les fameux experts, qui ne le sont même pas. Parce que les experts dans le pétrole, c'est nous. C'est nous qui avons le diplôme. C'est nous qui avons... Mais non, nous avons fait 15 ans à l'université. Non, mais il y en a aussi. Ceux qui ont fait les formations pétrolières sont des experts. Vous comprenez? Ce sont eux qui doivent traiter les questions du secteur pétrolier avec beaucoup de sérieuxité. Je me fais comprendre. Mais quand on vient, quand vous n'avez pas quelque chose dans la tête, c'est que tout ce que le conseiller vous dira, vous êtes obligé d'accepter. Vous comprenez? Voilà pourquoi on a induit l'excellence Molendo en erreur. En commençant par lui dire que non, annuler les appels d'offres. Les conseillers ont implémenté ce que vous avez comme connaissance. Voilà. Vous comprenez? Donc, si les conseillers viennent implémenter ce que vous avez comme connaissance et que les conseillers trouvent que vous n'avez pas les connaissances dans le secteur des hydrocarbures, ils vous roulent. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils l'ont induit d'abord en erreur. Ils ont commencé par lui dire que non, il faut annuler les appels d'offres, il faut recommencer et vous allez profiter par exemple de certains avantages. Mais sans pour autant savoir que l'annulation devra encore coûter trop cher. Mais non, il y a ceci. Quand vous dites que Boudimbo, par contre, Boudimbo a bien travaillé, mais il y a aussi des révélations qui ont fait état d'un manque à gagner à la République. Parce qu'avec ces appels d'offres, aujourd'hui, la République a perdu plus de 200 millions de dollars. Vous le savez, vous en tant que technicien. Mais je le sais. Et ça, on ne peut pas condamner l'excellence Boudimbo. Vous comprenez? Moi, je vous dis ceci. Boudimbo est humain. Que ce soit l'excellence Molendo est humain, tout ce qu'il pose comme action ne peut pas être parfaite. Surtout dans un domaine aussi technique comme celui des hydrocarbures. Je me fais comprendre. Mais quand j'essaie de comparer les actions posées entre l'excellence Boudimbo et l'excellence Molendo, on ne peut pas comparer Molendo et Boudimbo. Boudimbo est largement supérieur. Parce que Boudimbo, aujourd'hui, je vous dis, il y a des sociétés qui ont quand même acquis quand même... il y a des sociétés qui ont quand même pris certains blocs de gaz, vous comprenez. Il y avait même des sociétés qui avaient soumissionné dans les appels d'offres. Et si on avait publié, on aurait 3 ou 4 sociétés, soit dans le bassin côtier, soit dans le bassin de la cuvette centrale. Vous comprenez. Donc, Boudimbo, c'est quelqu'un qui est venu implémenter l'esprit de la loi, qui est venu mettre en application la loi. Vous comprenez? Alors, parce que c'est que la loi c'était la mise en application de projet des appels d'offres. Il faudrait exactement lui laisser le temps. Vous savez, même si l'excellence Boudimbo, il est le seul qui a beaucoup voyagé, plus que tout le monde, là je dois le dire aussi, mais c'est quelqu'un qui était très dynamique, c'est un joker. Il a certainement ses défaillances aussi en tant qu'humain. Moi
j'ai fait des voyages avec l'excellence Boudimbo. C'est pour vous comprenez? Non, je n'ai jamais bénéficié de quelque chose de sa part, mais laissez-moi tout simplement vous dire que je suis reconnaissant par rapport à ses efforts. Vous comprenez? Ces efforts profiteraient à toute cette jeunesse qui est derrière moi, qui attend le travail. Vous savez que dans ce pays, si Perenco ne recrute pas, qui recrute encore les ingénieurs pétroliers? Sep Congo est en train de faire du n'importe quoi. Vous comprenez? Oui, mais Sep Congo, vous avez vu les quoi? Vous avez vu le recrutement au niveau de Sep Congo. Est-ce que ce recrutement respecte d'abord l'esprit de la loi? Parce que la loi voudrait quoi? Lorsqu'une société présente un besoin, il faut que la société envoie ses besoins à l'administration, que l'administration fasse un travail de recrutement. Mais qu'est-ce que Sep Congo fait? Vous voyez un peu? Oui, ça c'est pour votre information. Non, laissez-moi vous informer. Pour votre information, dans ces pays, c'est celle Perenco recrute la majorité. C'est celle Perenco est vraiment dans l'esprit de la valorisation de la main-d'œuvre locale. Et là, nous devons les reconnaître. Vous comprenez? Et donc, quand je vois un ministre qui vient travailler pour nous apporter d'autres sociétés, celui-là, nous ne pouvons que l'encourager. Vous comprenez? Donc, pour vous, l'arrivée de Acacia, en tout cas, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan pour des raisons. Je vous explique. Oui. La première, c'est que Madame la Mineta, elle sera confrontée à une difficulté laissée par son prédécesseur Molendo. C'est quoi la difficulté? C'est la révision de la loi. Parce que si on ne révise pas la loi, je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Vous comprenez? Je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Quelle est cette société va par exemple venir ici, dans ces contextes ici où la loi est en cours de révision? Et puis cette loi qui sera révisée, qui leur garantit que cette loi les parlementaires vont pouvoir accepter cette révision? Si les parlementaires ne trouvent pas l'opportunité, parce que c'est quoi l'opportunité aujourd'hui de la révision? On veut réviser la loi. Pour quelle opportunité? C'est quoi l'urgence? La transition énergétique veut quoi? La transition énergétique veut d'ailleurs que l'on puisse mettre fin avec le pétrole. Vous comprenez? Mais maintenant, au lieu que nous travaillons dans la valorisation du pétrole le plus vite que possible, au lieu que nous travaillons dans l'exploration, dans la certification de nos réserves, et vous êtes en train de traîner les choses. Là, dites-moi, vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est-à-dire que je dis, Madame la Mineta, soit, là je lui donne un conseil, soit elle va carrément annuler tout ce que son prédécesseur a laissé pour s'en sortir. Soit... Qui n'était pas du tout sur terrain aussi. Hein, ah oui, voilà. Soit elle annule ça, soit elle se met dans la logique de son prédécesseur. Mais si elle se met dans la logique de son prédécesseur, elle doit alors attendre longtemps pour goûter les bénéfices du secteur pétrolier. Parce qu'aucune société ne va venir maintenant dans ces contextes. Vous allez recruter la société sur base de quelle procédure des appels d'offres? Gré à gré n'est pas reconnu dans le secteur des hydrocarbures. Ce sont les appels d'offres qui sont reconnus et il n'y a que deux types de contrats qui sont reconnus là-dessus. Il y a le contrat de partage de production et le contrat de services. Alors dites-moi, il va faire quoi? Elle va faire quoi, Madame la Mineta? Vous comprenez? Donc elle est confrontée à la première difficulté, c'est celle-là. La deuxième difficulté, c'est que lorsque nous analysons le contexte politique de notre pays, moi je ne crois pas que moi je ne crois pas que ça c'est le tout dernier gouvernement. On aura certainement un autre gouvernement avant la fin du mandat du président de la République. On a des projets qui pataugent toujours. Mais exactement. Parce que quelqu'un qui est placé à la tête des ministères n'arrive pas à y mettre autant d'années. Il ne met pas autant d'années aussi, il n'a pas d'abord la connaissance dans le secteur. Je vous dis, l'expertise est capitale. Mais ici, l'on dit aussi que les fameux experts dont vous évoquez ici, il faut mettre les techniciens, ont également lamentablement échoué. Non, je vous dis, depuis que le ministère existe, il n'y a jamais eu un ingénieur pétrolier pour votre information. Pensez-vous que cher Ben, comme mettre moi, Jean Ondocha, ministre des hydrocarbures, mais vous allez voir. Attendez, non, dans la prochaine émission, nous allons parler sur les clés. Nous allons parler sur les clés pour le développement du secteur des hydrocarbures dans ces contextes. Et nous, au sein de l'association, nous en avons déjà les clés pour le développement. On l'amène maintenant aux ressources hydrauliques. Oui, mais je me dis, aux ressources hydrauliques, encore, c'est encore de la technicité là-bas. Je me dis, si l'excellence Molendo doit encore aller avec cet esprit de réviser les lois et tout. Pendant qu'il y avait un technocrate. Un technocrate, vous voyez, c'est là que nous disons que la politique congolaise aussi décourage. Vous savez, la politique congolaise, on a l'impression que c'est une politique qui satisfait les politiques.
Mais on dit que Luamba est beaucoup plus embrouillé. Non. Le professeur Teddy Luamba, que je respecte beaucoup, c'est quelqu'un qui a fait preuve dans ce ministère. Ah bon? Oui. Moi, je n'ai jamais été là, mais quand je suivais ses actions, je dirais que c'est quelqu'un qui a fait preuve dans ce ministère. Je vous dis, il a mené beaucoup de projets d'innovation. Il a pensé aujourd'hui à ce que dans chaque... Bon, je ne suis pas expert dans ces domaines, mais je l'ai suivi autrefois où il était en train vraiment de penser à mettre les projets de photovoltaïque à côté de chaque barrage pour que lorsque les barrages tombent en panne, on peut quand même recourir au système photovoltaïque. Ça, c'est quand même quelque chose à encourager. Et la politique vient briser. Alors, la politique vient brise pour satisfaire les politiques. C'est-à-dire que nous disons, c'est comme si nous, la population ici, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire dans la prise de décision de notre pays. Vous voyez, ce qui n'est pas un peu encourageant. Nous exhortons au président de la République. Nous lui disons d'abord merci parce qu'il nous a envoyé pour la toute première fois un ministre qui est une dame. Ça n'a jamais été au ministère des hydrocarbures. Elle est la 11e. Cela n'est pas le problème. Cela n'est pas le problème. Il fallait. Mais ce que nous voulons maintenant voir, c'est que madame, la Mineta, puisse faire preuve de la complexité du problème des hydrocarbures. Regardez l'état de l'administration des hydrocarbures. Regardez l'état de la société nationale. C'est un état piteux, hein? Non, c'est très dangereux. Arriver en Angola, arriver en Guinée, regardez comment leurs ministères sont organisés. Et c'est là que vous allez même comprendre que nous, on n'est pas sérieux. Ah bon? On n'est pas sérieux, je vous dis, cher Ben. Non, mais je vous dis vrai, parce que si une société sérieuse venait ici, elle ne peut pas nous prendre au sérieux dans ce contexte où on n'a même pas une base de données, des données géoscientifiques, alors que la loi, parmi ces innovations, la loi donne... des ingénieurs comme vous. Voilà, alors que... Vous ne faites absolument rien aussi. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je n'ai pas la signature, je ne suis pas nommé. De l'État. Pourquoi voulez-vous attendre que tout provienne de l'État? Non, nous ne pouvons pas attendre que tout provienne de l'État. Ouais. Et je dois au moins vous dire ce que nous avons fait au sein de l'association. Vous savez, après avoir analysé, après avoir compris que les sociétés ne parviennent pas à engager les ingénieurs pétroliers, vous savez ce que nous avons fait? Les ingénieurs pétroliers se sont créés leur propre société appelée la Société des ingénieurs pétroliers du Congo, SOIPEC. Ah bon? Cette société, nous voulons à ce que cette société soit en mesure d'avoir beaucoup de matériel pour pouvoir enclencher le projet de valorisation de nos bassins. Parce que nous nous sommes dit, si nous n'agissons pas, nos ressources vont rester dans les sous-sols et c'est nous qui allons regretter finalement. Parce qu'on a l'impression que les politiques n'ont pas pitié de nous. N'ont pas pitié de nous parce que même dans leur prise de décision, ils ne nous associent pas. Pour votre information, l'Excellence Molendo a engagé l'atelier de la révision. Est-ce que l'Excellence Molendo nous a-t-il même envoyé une invitation pour y participer? Non. Ils se sont organisés. Nous, l'association, nous, la vraie main-d'œuvre locale. L'Excellence Molendo ne nous a même pas envoyé une invitation, alors que nous devrions apporter une grande contribution dans la révision de cette loi. Voilà même pourquoi. Est-ce que vous avez un siège reconnu? Non, nous avons un siège, mais venez, je vais vous inviter dans mon bureau. Nous avons un siège. Pensez-vous que si vous n'avez pas un siège, vous pouvez obtenir les documents légaux dans ces pays? Mais non, l'administration au ministère de la Justice est sérieuse. Nous avons un siège, nous avons des sites web, nous avons même un capital. Nous avons un capital à la banque Equity. Vous comprenez? Nous sommes une organisation des jeunes, mais très sérieux. Vous comprenez? Ou bien c'est vous qui n'avez pas eu à toquer à la porte du ministre? Non, cher Ben. Ne dites pas ça. Regardez, si je le savais, j'allais vous montrer combien de correspondances avons-nous adressées à l'Excellence Molendo. Est-ce que ça lui parle? Sur les 10 correspondances adressées, l'Excellence n'a répondu qu'à une seule correspondance. Contrairement à Boudi. Oui. Quand il a publié... Donc Boudi avait l'envie d'apprendre. Boudi, voilà. Vous voyez même quelqu'un qui a la simplicité de vous dire que j'ai appris pendant 2 semaines. Moi, j'encourage cette simplicité. Vous comprenez? Ça, donc, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est. Il dit non, je ne peux pas prétendre connaître dans un secteur d'autrui. Molendo, on dirait qu'il a un esprit parce qu'il était aux affaires foncières. Il y a laissé beaucoup de problèmes. Il vient encore de laisser encore aux hydrocarbures parce que ces réformes n'ont pas abouti. Et vous comprenez que ces réformes nous mènent vraiment à un gros des problèmes.
Parce qu'il a annulé les appels d'offres qui devraient déjà nous amener quand même l'argent, qui devraient aussi engager nos membres. Il les a annulés pour nous, c'est déjà un problème. Mais si les sociétés soumissionnaires, permettez-moi de vous dire, si les sociétés soumissionnaires qui avaient soumis leur dossier de candidature, si ces sociétés-là portaient plainte à l'État, dites-moi maintenant, d'ailleurs, vous-même, vous venez de me dire ici que la République a perdu plus de 200 combien? Avec les dossiers de Dan Gettler. Dan Gettler. Voilà. Vous comprenez? Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème. Les hydrocarbures, c'est un secteur complexe et qui exige des compétences diverses. Ça, nous le savons. Mais nous voulons assez que l'on donne ce ministère à un ingénieur pétrolier. Je vous dis que vous vivrez la différence. Nous savons bien sûr que pour goûter aux retombées pétrolières, il faut peut-être suffisamment du temps, mais nous avons déjà les clés, nous savons où toucher. Oui, nous avons la cartographie du secteur pétrolier de la RDC. Nous le savons, je vous dis. Mais n'oubliez pas aussi que les postes ministériels dans ce pays, il faut d'abord des quotas politiques. Donc c'est difficile que mais c'est ainsi que nous allons rester éternellement dans ces conditions. Nous allons rester sans macadam. Les goudrons pour asphalter nos routes doivent provenir de l'Angola ou de Dubaï ou d'où, alors que nous avons les ressources ici. C'est très honteux. C'est la raison pour laquelle nous n'avons même pas suffisamment de routes asphaltées. C'est parce qu'il y a un problème sur l'achat des asphaltes. Vous comprenez? Alors que nous avons le pétrole dans ces pays, au lieu que l'on accélère la mise en application de cette loi, laquelle vient promouvoir le contrat de partage de production qui donnerait à l'État une quantité du pétrole brut qui serait raffiné à travers notre raffinerie et puis capitaliser les asphaltes qui peuvent entrer dans les projets de construction routière. Alors, on laisse les choses comme ça et finalement, nous allons commencer à patauger. Les prix du ciment d'abord, j'ai vu le président de la République avec toute sa bonne foi, il veut aller vers le bétonnage des routes, mais il sait combien coûte aussi le sac de ciment. On a combien de cimenteries dans ces pays? C'est très réduit, vous comprenez un peu. Même les cimenteries qui existent, la plupart appartiennent aux particuliers. Vous comprenez un peu. Pendant que nous avons des roches, nous avons des réserves de calcaire partout ici à Mbujimaï, ici à Kimpese, partout au Congo central. Il y a d'ailleurs une thèse qui a été défendue à l'université de Kinshasa sur la valorisation des argiles par les docteurs qui ont en géologie. Nous avons beaucoup encouragé ça. Mais ce sont ces genres de résultats que le ministre des hydrocarbures devrait aussi s'accrocher dans le cadre de valorisation des contenus locaux parce que l'industrie pétrolière a aussi besoin du ciment. Est-ce que le ministre des hydrocarbures sait-il que le ciment pour cimenter tous les puits pétroliers provient de l'Europe? Sait-il ça? C'est ce qui fait que le coût d'exploitation tant fixé par les sociétés est très exorbitant. Vous comprenez? Mais si nous-mêmes nous commençons à produire dans ces pays et les ciments pétroliers, je pense que les coûts d'exploitation seront minimes et l'État pourra vraiment bénéficier quelque chose. Donc il y a tout un tas de problèmes dans les hydrocarbures qui nécessitent à ce qu'un expert, un ingénieur pétrolier puisse vraiment diriger ce ministère pour espérer vraiment la solution. Sans quoi, nous allons laisser nos ressources dans les sous-sols et ça sera seulement les histoires, parler des histoires sur des histoires. Même si la nouvelle ministre, qui est là, la Mineta, même si elle sera entourée de beaucoup de conseillers qui sont experts en la matière, elle ne fera absolument rien. Elle ne fera absolument rien. Je vous dis qu'il y a déjà un problème. La révision là, de la loi, c'est déjà un problème. L'annulation aussi des appels d'offres amorcés par Molendo, c'est déjà un problème. Parce que pour relancer ces appels d'offres, il faut que nous faisions l'acquisition de nouvelles données sur sur l'ensemble de nos 3 bassins. Il y a encore des frais à payer. Il y a encore des frais à payer, ce sont encore des frais très exorbitants. Et surtout que la loi que l'on veut même réviser, donne à l'État le pouvoir d'investir en prospection. Vous comprenez? Donc c'est l'État qui doit pouvoir investir en prospection pour préparer les prochains projets des appels d'offres. Pendant que vers l'est voilà que vous comprenez. C'est-à-dire que je vous dis, même la Mineta, je ne crois pas qu'elle pourra faire quelque chose de mieux, surtout que son prédécesseur a laissé le ministère dans ces contextes ici. Je ne vois pas vraiment la Mineta faire quelque chose de différent. Elle va commencer où?
Elle va seulement se contenter des taxes que les sociétés à moins et aval payent et c'est fini. Qu'est-ce qu'elle va faire d'espèce? La plupart, c'est ça. Hein, mais c'est ça que c'est souvent. Oui, c'est pour ces taxes-là. Oui, prendre les redevances, la royalty, et tout. Et c'est fini. Mais ils oublient que les sociétés qui produisent, vous savez aujourd'hui le gros des problèmes avec Perenco. Les populations congolaises ne sont pas suffisamment instruites. Vous savez que les populations sont en train d'envahir les sites d'exploitation. Alors que l'État est là, le ministre est là, le ministre ne fait rien. Pourquoi Perenco va abandonner l'exploitation de l'onshore d'ici 2029? Pourquoi? Ou d'ici 2030 Pourquoi? C'est parce que l'exploitation à l'onshore lui pose beaucoup de problèmes. Les populations sont en train d'envahir les sites d'exploitation. Au lieu que le ministre vienne dans la sensibilisation et dans l'encadrement de la population et la protection de la société qui produit, non, on laisse les populations faire ce qu'elles font, les populations imposent la loi et finalement c'est que la société va abandonner la concession onshore et on verra maintenant où est-ce que l'État va encore ne fût-ce que tirer quelque chose. Vous comprenez? C'est parce que la population n'est pas impactée par cette exploitation. Non, oui. Cher Ben, ne dites pas ça. Laissez-moi vous informer que je vais vous inviter le 19 septembre. Perenco Rep, qui est le partenaire de notre association, va animer une grande conférence ici pour présenter ses réalisations socio-économiques qu'il a pu réaliser depuis 2000 qu'il est dans ce pays jusqu'en 2025. Vous pensez que ni Tété Perenco, Mwanda serait ce que Mwanda est là? Non! Est-ce que Mwanda aurait ne fût-ce que même cette petite goutte de l'électricité que nous avons là? Mais la petite goutte de l'électricité que Mwanda est éclairée aujourd'hui provient de Perenco. Vous comprenez? Mais il faut tout simplement distinguer la responsabilité de l'État et la responsabilité de la société. Vous comprenez? La société ne vient pas remplacer l'État. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. C'est ce qui est dit dans la loi. L'État a le pouvoir de s'approprier les ressources pétrolières dès les sous-sols jusqu'au point d'exportation. Alors l'État doit assumer maintenant le développement et la garantie de toutes ces communautés locales. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas la responsabilité de la société. La société paye ses taxes, c'est fini. C'est une clause. Donc moi, je paie les taxes, vous allez vous contenter, vous allez faire les projets de développement. Ça, les gens doivent le savoir. Ce n'est pas la société qui doit substituer l'État pour commencer à construire les routes, pour commencer à mettre, je ne sais pas, la connexion Internet ou construire des universités. Non, ça, c'est la responsabilité de l'État. Mais il est vrai que les frais de la responsabilité sociétale, la société les paye. Avant qu'une société n'arrive à commencer, bien sûr, l'exploitation, il y a toujours ce que l'on appelle la signature d'un cahier des charges. Exactement. Tout est expliqué dans les cahiers des charges. Et la société paye. La société paye. Et je vous dis que la société paye pour votre information. La société paye. Et je vous dis que cette émission... positivement à ses engagements. Oui, la société est clean. La société Perenco, notre partenaire, est clean au respect de ses engagements envers l'État congolais. C'est l'État congolais qui est le problème. C'est-à-dire que nous disons, le problème n'est pas la loi, le problème c'est un problème des acteurs. Donc, ici, ce sont les acteurs qui constituent le tout premier problème. Parce que la loi, qui doit faire appliquer la loi? Ce sont les acteurs. Pour vous, il n'y a pas urgence? Il n'y a pas urgence pour réviser la loi. Pour nous, il n'y a pas urgence. L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est l'application de la loi. L'urgence, c'est la valorisation de nos bassins. L'urgence, c'est la préparation des appels d'offres. L'urgence, c'est la création d'emplois. L'urgence, c'est accroître l'économie ou soit c'est le partage de la rente pétrolière de manière équitable. Ce sont là les urgences. Et non la révision. Et non la révision. La révision, mais pourquoi? J'ai vu les gaz. Est-ce que dans la loi, les gaz n'ont pas été évoqués? Dans la loi ici, les gaz n'ont pas été évoqués. Que ce soit les GPL, que ce soit les GNL, je ne sais pas. C'est juste un problème, par exemple, d'ajouter un arrêté qui vient, par exemple, à compléter, à appuyer les règlements, c'est fini. Est-ce qu'il faudrait-il qu'on révise la loi
pour tout commencer, ou soit pour redéfinir les choses sous format de gré à gré dans les hydrocarbures. Mais si on intègre la formule gré à gré dans les hydrocarbures, on va tuer les hydrocarbures de la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC fait partie prenante des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Oui. Et que ces pays membres ont déjà configuré leurs lois. Donc, les prototypes de contrats qui sont définis dans notre loi, ce sont ces mêmes contrats-là que vous allez trouver en Angola, ce sont ces mêmes contrats-là que vous allez trouver au Congo-Brazzaville, ce sont ces mêmes contrats-là que vous allez trouver en Algérie. L'Algérie venait, permettez, l'Algérie venait d'organiser les appels d'offres. Il n'y a pas 2 mois. Vous avez suivi comment ils ont bénéficié des grands majors qui sont venus. Même chez nous, nous pouvons aussi avoir les majors. Mais le problème est que nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas non plus sérieux. Ça nous devons nous le dire quand même en face. Et si les excellences vont me traiter d'être je ne sais pas comment, parce que j'ai dit toutes ces vérités, ah là c'est leur part. Mais ici, je me sens vraiment... Non, parce qu'on est au Congo, nous connaissons comment les Congolais agissent souvent, nous le savons bien. Donc ici, nous devons nous dire que les Congolais ne sont pas sérieux. Voilà pourquoi la plupart de nos projets n'avancent pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Aujourd'hui, je ne vais même pas. C'est comme un politicien qui disait, nous avons un problème parce que quand l'argent arrive pour... Exactement, c'est ça le problème. Nous nous partageons d'abord. Nous nous partageons d'abord et puis on va penser après. Donc il avait totalement raison. Il avait totalement raison. Donc ici, il faut quand même dans un premier temps privilégier l'intérêt national. L'intérêt national, c'est quoi? Il faut valoriser les ressources pétrolières. Il faut les certifier, il faut explorer. Comment voudriez-vous aller vendre quelqu'un quelque chose que vous-même, vous ne savez pas combien ça est? Tous ces chiffres qu'ils évoquent là, j'ai des livres, ce sont des chiffres qui ont été élaborés par le Belge. Les Congolais n'ont pas fait des études sur la certification. Je vous dis, cher Ben, si vous doutez, je vais vous inviter dans mon bureau, je vais vous montrer. Les 66 milliards, je ne sais pas quoi, qu'ils sont en train d'évoquer comme réserve là. Ils sont allés puiser ça dans des trucs des Belges. Voilà pourquoi les sociétés, avant de venir dans ces pays, nous n'avons pas fait des recherches. Nous n'avons pas fait des recherches. C'est ainsi que je dis, la loi n'est pas appliquée. C'est la société nationale qui devrait faire la prospection. Mais qu'est-ce qui bloque pour Et puis la loi donne à l'État le pouvoir d'investir dans la prospection. Mais l'État ne le fait pas. Je ne sais pas si l'État le fait. Comment l'État va Or, si l'État le ferait, si l'État le faisait, mais la guerre n'est pas dans tous les bassins quand même. On a subdivisé l'Ouest congolien ici. Dites-moi quand est-ce que la campagne de la prospection géophysique, sismique, gravimétrie, magnétométrie ont-ils déjà eu lieu dans le bassin de l'Ouest congolien? Donc, et les données qu'ils ont subdivisées, ça vient d'où? L'État... Vous voyez qu'on n'est pas sérieux. Oublie ses propres ingénieurs. Exactement. Ça fait mal. Et des fois, l'État congolais veut quelque chose et son contraire. Ah, c'est ça, ça fait mal. Parce que nous, permettez-moi de vous dire une vérité. La faculté de pétrole et gaz à l'université de Kinshasa, elle a été créée à la demande de l'État congolais pour pouvoir résoudre le problème de l'exploration de nos 3 bassins. Mais regardez, ils demandent la création de la faculté. La faculté est créée, ils abandonnent la faculté. Ce que les chercheurs font, ils ne s'intéressent pas. La formation partout, comment elle évolue, ils ne sont pas intéressés. Et finalement, ils sont en train d'attendre la manne pétrolière. Ils oublient que pour que vous espériez une manne pétrolière, il faut que vous ayez une main-d'œuvre locale efficace. Parce que si vous n'avez pas une main-d'œuvre locale, les sociétés seront obligées d'exporter la main-d'œuvre. Quoi, importer la main-d'œuvre. Vous comprenez? Et là, ça va constituer un manque à gagner pour l'État congolais. Vous voyez que l'État congolais veut quelque chose de son contraire. Vous voyez? Dites-nous, vous qui êtes ingénieur, vous êtes chercheur, vous êtes enseignant, en tout cas, d'ici là, vous allez défendre vos thèses. Exactement. Mais qu'est-ce qui bloque à l'État congolais de pouvoir créer sa propre société? Qu'est-ce qui bloque? Cher Ben, je ne sais pas. Je ne sais même pas qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Ça dépasse votre entendement. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Non, ça ne dépasse pas mon entendement. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Non. C'est juste un problème d'intérêt. Ah bon? Là, oui. Et regardez, c'est juste un problème d'intérêt. Je vous dis oui, c'est juste un problème d'intérêt. Ce sont les acteurs qui agissent à l'intérieur, c'est ainsi que ça bloque. L'État ne parvient pas à créer ces sociétés. Regardez la formule que nous obtenons nos sociétés nationales.
on crée une société nationale. La société nationale hérite et les actifs et les passifs de la société antérieure. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Des Sonaïdroc, je prends le cas de la Sonaïdroc. Regardez maintenant, il y a encore il y a une autre société qui vient encore, la société nationale, l'autre qui vient de se créer, c'est Kobil. Oui. Alors, mais maintenant, je me dis, l'État est en train de créer une société nationale comme ça, je ne sais pas sans divagation comment je peux traiter ça. Mais l'État ne sait qui pas aussi... Qui hérite des actifs. Qui hérite et les actifs et les passifs des sociétés antérieures. Vous comprenez? C'est là maintenant que ça constitue une charge. Il n'y a pas d'études minutieuses. Il n'y a pas d'études minutieuses en amont sur la création d'une société et il n'y a pas l'objectivité. Il n'y a que l'intérêt qui compte dans tout ce qui est. Quand on voit tous ces experts se réunir dans des salles de conférences pour parler des ressources naturelles, pour parler des hydrocarbures, donc ils sont en train de mentir le peuple congolais. Non, mais je vous dis qu'on ment le peuple. On ment le peuple, je vous dis. Et quiconque, je dis, si quiconque peut venir ici avec des preuves tangibles qui attesteraient que l'État congolais a déjà certifié les réserves dans tous ces 3 bassins. Je vous dis que le bassin du Graben est-africain là-bas, ce bassin-là n'a jamais été exploré. Vous savez, il n'a jamais été exploré. Aucun forage, pas même des travaux sérieux. Il aurait fallu que les projets probes viennent réaliser des sismiques là-bas. C'est un projet d'une université. Vous trouvez ça normal? Et cependant, l'Ouganda, de l'autre côté, a déjà amorcé tous les travaux. Et aujourd'hui, l'Ouganda est à la phase de développement. L'Ouganda compte déjà produire. Et demain, ils vont commencer à dire que donc, l'Ouganda vole notre pétrole. Toujours distrait. Il y a un autre problème ici en face. Vous-même, les ingénieurs. Non, ce sont les décideurs. Nous ne sommes pas distraits. Moi, je vous dis que nous sommes consensueux. Nous avons créé notre propre société. Si l'État nous donnera cette chance de pouvoir faire quelque chose, et nous sommes prêts à valoriser nos bassins. Mais il y a un problème d'intérêt. L'on craint aussi qu'on mette à votre disposition des moyens, et puis après, il y a des divisions au sein de votre société. Mais non, la justice est là. La justice est là. Ouais, vous savez, je dois vous dire une vérité. Nous sommes une association, si je peux le dire en grande partie, constituée par les chômeurs, mais nous sommes très sérieux. Vous savez, pour retirer l'argent à la banque, notre association, pour moi, le président, je n'ai pas le pouvoir d'aller seul aller retirer l'argent. Il faut réunir 3 signatures. Vous êtes président à vie ou bien? Non, je ne suis pas président à vie. Je ne suis pas président à vie. Les élections sont prévues. C'est rotatif. C'est rotatif. Nous sommes dans un pays démocratique, il faut respecter les principes. Vous serez prêt à accepter de pouvoir céder les fauteuils à quelqu'un d'autre? Je suis prêt d'ailleurs, je suis même en train déjà de préparer quelqu'un qui doit me remplacer, c'est une dame d'ailleurs. Ah, selon votre gré. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Sauf qu'on ne peut pas laisser, on ne peut pas donner à quelqu'un qui n'a pas la vision de quelque chose et lui laisser cette responsabilité. Vous savez, cher Ben, je souffre, j'effectue des déplacements pour contacter des sociétés. Vous comprenez, alors que l'association n'a même pas assez de moyens, on n'est même pas assez soutenu. Je me bats pour que tous ces membres puissent trouver du travail. Vous comprenez? Mais s'il y avait quelqu'un d'autre, il serait là derrière les politiciens en train de mendier l'argent. Le ministre Molendo est là. Si vous pouvez lui poser la question, quel jour a-t-il même donné même 1 centime à l'association? Qui est ce politicien-là qui reconnaît avoir donné même 1 centime à l'association des ingénieurs pétroliers du Congo? Boudimbo ne l'a jamais fait aussi. Ah, mais il vous associe dans les voyages. Boudimbo m'associer dans les voyages en tant que qui? En tant qu'expert de l'organisation. De l'organisation des producteurs de pétrole africains. Parce que moi, j'ai été nommé sous sous l'égide de l'excellence Mikindo Ribens. Vous comprenez? Boudimbo est venu nous trouver et alors Boudimbo devrait travailler avec nous. Voilà pourquoi il y avait certains projets qui nécessitaient notre expertise. C'est ainsi que Boudimbo nous a associés. J'ai travaillé dans la promotion des appels d'offres. Je n'ai jamais entendu les sociétés que j'étais en face avec poser les problèmes de la loi. Vous comprenez? Je vous ai dit ici, donc le problème n'est pas la loi. Je comprends ici votre combat se situe au niveau de la révision de cette loi. Exactement. Qui n'est pas pour vous une urgence. Ce n'est pas une urgence. Il faut résoudre les problèmes est ailleurs. Les problèmes est ailleurs. Voilà. Les problèmes, c'est certifier les réserves, lancer les projets d'appel d'offres, que les sociétés viennent, que les jeunes gens soient engagés. Le président de la République, vous savez le quinquennat, vous savez l'objectif de son gouvernement passé, c'était quoi? C'était la création d'emplois. Et le président de la République a encouragé la jeunesse. Oui, des 6 millions d'emplois. Le président de la République a encouragé la jeunesse à travailler dans l'entrepreneuriat. C'est ainsi que nous-mêmes, nous avons créé notre propre société pour ne pas seulement être commandeur d'emploi.
Vous comprenez? Donc, nous sommes conscients de ce que nous sommes, mais sauf que nous ne sommes pas appuyés. Le ministère qui devrait quand même nous soutenir, le ministère nous regarde. La preuve est qu'ils sont en train de réviser la loi. Ils font semblant de notre existence. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'on est sérieux vraiment? Est-ce qu'on est sérieux? On peut faire semblant d'une association qui est constituée de docteurs en thèse. Vous savez, parmi nous, il y a des doctorants qui viennent de Chine. Vous comprenez? Des spécialistes dans le pétrole. Ah bon? Nous avons même des dames docteurs. Mais négligés. Vous comprenez? Mais négligés parce qu'on est en face d'un groupe de gens qui ne voient que leur intérêt et ne savent pas valoriser la main-d'œuvre locale. Là, je dois vous le dire. Il faut chercher à briser la glace qui est devant vous. En face de vous, il y a le gouvernement, mais il y a une glace, il faut chercher à la briser. Exactement. Voilà pourquoi nous comptons. Nous pensons que avec l'avènement de Madame la Mineta, certainement elle va nous recevoir et nous allons lui présenter l'association et puis aussi elle acceptera d'être ouverte parce que nous étions venus chez Molendo. Vous allez l'aider. Nous allons l'aider à condition qu'elle accepte parce que nous savons ce qui se passe au cabinet. Okay. Quand on voit la présence des ingénieurs pétroliers, tout le monde n'est plus content. Quand on voit la présence des ingénieurs pétroliers, on ne veut même pas de nous. Nous savons ce qui se passe. Oui, nous venons étouffer les intérêts. Voilà pourquoi nous allons demander à Madame la Mineta de faire extrêmement attention. Parce que... À ces fameux experts. Oui, à ces fameux experts qui se disent ils sont experts. Attention, ils vont aussi la pousser vers l'échec. Donc, elle doit suffisamment faire attention, elle doit renouveler l'intelligence, mais nous n'interdisons pas qu'elle puisse aussi associer les anciens, mais elle doit beaucoup plus travailler avec les jeunes ingénieurs, c'est santé qui peuvent vraiment l'accompagner à faire mieux et à se démarquer de ses prédécesseurs. Merci beaucoup, Monsieur Jean Ondocha. C'est moi qui vous remercie, très cher Ben, mais j'espère que le président de la République et Madame la Mineta suivra vraiment cette émission. Et nous sommes ouverts, nous n'avons jamais été opposants, nous avons été ouverts envers l'excellence Molendo, nous lui avons amené des propositions et jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de TDR qui lui ont été déposés, mais il a préféré travailler avec les autres, oui. Et puis aujourd'hui, il a comme résultat. Voilà. Mais il est aux ressources hydrauliques. Il est aux ressources hydrauliques. Nous espérons que là-bas, il va peut-être faire mieux qu'aux hydrocarbures. Sinon, toute la bonne chance à lui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. À tout à l'heure.